Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info, votre magazine hebdomadaire dans lequel nous allons parler de l'actualité à Mayotte, les sujets qui vous importent, vous, Mahorais. Alors cette semaine, nous sommes avec un invité qui nous a rejoint ici à Passamainti dans le lit de la rivière. Je vous propose d'aller le retrouver. Je suis maintenant en compagnie de mon invité. Il s'agit d'El Mamouni Mohamed Nassur, porte-parole des cadis de Mayotte. Bonjour El Mamouni. Bonjour. Alors on est avec vous une fois encore parce qu'on vous a déjà reçu dans l'émission. On va parler aujourd'hui de l'actualité de cette semaine qui est quand même assez chargée avec ce premier sujet, cette plainte déposée par Jacques Martial. On regarde le sujet, on en parle juste après. En colère, les agents du service social affichaient ouvertement leur soutien auprès de leur directeur Mohamed El Amin et leur désaccord face au président de la commission sociale, Jacques Martial Henry. Ce dernier demande à ce que chacun prenne ses responsabilités. Na ini ristahari endese mbeli maendeleo ya serikali dinarenga domana zangu kula mtu narenga domana zangu. Dans ce mouvement, les assistantes familiales n'ont pas hésité à huer le vice-président du conseil général et ont voulu répondre aux propos tenus à leur sujet. On est de compétents. Le tishangata wakati lomba arsilengwa ekompeta na psikologu aringalia orabuzi arijua fikira zatu basi leo nekar na masera watu wadotia masera. On est là, on assure des missions très difficiles pour les usagers. On est là au service des usagers, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les gens qui vivent dans la précarité. On travaille en chaîne, ceux qui font les évaluations, ceux qui font les commissions, ceux qui payent. On est tous une chaîne, on travaille ensemble, on n'accepte pas qu'il y ait des accusations sans fondement. S'il y a plainte, certes, on ne peut pas rentrer dedans, mais on démontre notre solidarité, qu'on veut un respect de nos missions. Accompagnez-nous au lieu de nous insulter. Accompagnez-nous au lieu de nous humilier. Protégez-nous pour qu'on puisse protéger ces enfants, parce que ces enfants ont besoin de nous. Et je ne sais pas ce qu'allaient devenir ces enfants si les assistantes familiales n'étaient pas là aujourd'hui. En conclusion, rien ne va plus au sein même de la direction de la solidarité et du développement social. Jacques Martial Henry a d'ores et déjà déposé plainte contre X. El Mamoun, des agents en colère, des familles d'accueil qui viennent protester contre cette plainte de Jacques Martial Henry, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un sujet qui me semble un peu difficile, vu les orientations du département vers, qu'on appelle déjà donc, à la fois département et région, où les missions les plus importantes finalement, qui seront celles de l'Assemblée départementale, sont liées justement au social. C'est-à-dire un travail qui doit être mené de façon soutenue et intelligente pour que finalement les gens qui doivent être assistés socialement ou aidés socialement puissent en principe recevoir ce service-là de façon sereine. Il ne me semble pas que la manière finalement donc de gérer une difficulté dans un service du département aujourd'hui soit les lieux, soit qu'on appelle le tribunal. C'est vrai que les tribunaux sont là pour en principe répondre à un certain nombre de difficultés, mais j'estime qu'il y a d'abord nécessité à ce que les gens finalement
trouve des solutions dans l'échange, dans le dialogue, etc. Pour vous, J'ai cru entendre à travers les dames qui ont intervenu qu'elles se sentent frustrées par le fait qu'ils ont été considérées comme étant incapables, comme étant incompétentes. Or, ici, les enjeux sont importants. C'est quand même des familles qui accueillent des enfants en difficulté. Tout à fait. Je le conçois qu'il y ait effectivement quelques manquements. Mais vous savez qu'en fait, une personne doit en principe évoluer. Et le service qu'il emploie, le département qu'il emploie, doit en principe dégager des moyens pour l'accompagner, pour l'amener à être compétent. Donc aujourd'hui, plus que jamais, les assistantes familiales, les agents qui sont concernés par le service social doivent fondamentalement être accompagnés pour être à la hauteur des exigences énormes qui vont en principe être imposées ou qui sont imposées, n'est-ce pas, finalement donc au département, n'est-ce pas, donc à l'Assemblée qui va venir dans les jours qui viennent. Donc il n'y a pas lieu de frustrer les gens, mais plutôt d'échanger, plutôt de comprendre qu'il y a eu des manques de structure d'accompagnement pour que finalement ces personnes-là soient suffisamment à la hauteur. Alors El Mamoun, on va continuer avec un autre sujet d'actualité. Vous savez, en ce moment, on est en pleine campagne électorale. Les cantonales approchent à grands pas. Et dans notre journal, on a beaucoup parlé de ces sondages, des sondages dans les différents cantons de Mayotte. On va voir ce qu'il en est du canton de Mamoudzou et de Pamandi. Les premiers sondages des élections départementales sont tombés. Effectués par le cabinet SHC entre le 12 et le 15 mars 2015, voilà ce qui en ressort. Dans le canton de Mamoudzou 1, le duo UMP Abdelouassiou Armami et Sidi Mohamed est en tête avec 24,49% des intentions de vote. Et juste derrière, avec 22,45%, Hassani El Arif et Sarman Amina sans étiquette. Cependant, il reste encore difficile pour les Mahorais de se prononcer sur leur choix de vote. Je pense que c'est une des élections à enjeu, par contre il y a pour les gens qui ont une carte d'électeur, il y a un très fort taux en fait, d'engagement vers les urnes. A priori, il y aura beaucoup de lecteurs qui vont se déplacer aux urnes. Et du coup, au regard de l'enjeu, je pense qu'ils ont une petite crainte, effectivement, de qui va utiliser ces éléments qu'ils vont dire, même si ça reste des intentions de vote, puisque c'est effectivement à un jour J de savoir a priori si les élections devaient se passer à ce moment-là pour qui ils voteraient. Ce qu'on peut remarquer par exemple pour Mamoudzou 2, c'est que Mamoudzou 2, au niveau du canton, donc je rappelle que c'est pour Ntsapéré et Cavani, on a encore quasiment un électeur sur deux qui ne sait pas pour qui voter. Dans le canton numéro 8, Mamoudzou 3, 31,25% ont déclaré vouloir voter pour le binôme Abdou Saouda et Maskati Elhad de Niyamoja, 18,75% pour Daka Parfait et Oumadi Nadia du parti MDM, et 18,75% ne savent pas qui voter, un chiffre important de voix exprimées à retenir. Pour le canton de Mamoudzou 2, 47,22% sont indécis sur leur choix de vote, une tendance qui pourrait tout faire basculer puisque les candidats sont au coude à coude. Les futurs candidats ont encore du travail à faire, mais a priori sortirait actuellement le MDM avec le binôme Chiaboudine qui serait légèrement en tête devant l'UMP de Zaïdou Tavandaï. La politique chez les Mahorais semble très importante parce qu'ils s'y intéressent. Maintenant, on sent malgré tout aujourd'hui qu'ils n'y voient pas forcément, ils n'arrivent pas à savoir si vraiment ça va leur apporter quelque chose parce qu'ils sont déçus. Ça, c'est quelque chose qui revient également très souvent, c'est la déception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont plus voter pour un parti en lien avec quelqu'un qu'ils vont connaître de leur famille et qui vont a priori avoir confiance parce que c'est un proche. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a su convaincre réellement de paroles et ensuite d'actes. Les grands partis politiques ainsi que des grandes figures politiques mahoraises seraient mieux représentées. 33,34% des personnes interrogées disent vouloir voter pour Daniel Zaidani contre 30% pour le binôme Ali Mohamed et Ali Ramlati. 18,8% des personnes sont indécis. Mais gardez en tête qu'il s'agit bien d'une intention de vote. Il est encore temps de changer d'avis. Rendez-vous dans les urnes le 22 mars prochain.
El Mamoun, de part et d'autre, on voit que les candidats s'activent et les Mahorais se font déjà une idée des candidats pour lesquels ils vont voter. Est-ce que pour vous, vous y avez déjà songé? J'y pense en tant que citoyen. Mais ce que je voulais quand même finalement apporter comme élément par rapport à ce que je viens de voir, il s'agit ici des intentions de vote. On est bien d'accord, on a bien dit. Deuxième observation importante, c'est que plus de 50% des électeurs ne sont pas déclarés. Ça veut dire qu'en fait, les gens sont en train de réfléchir qui ils vont voter, qui finalement va mieux le représenter, qui va incarner leur société, la société qu'ils recherchent. Troisième élément fondamental, c'est que je vois que les grandes formations politiques reviennent en force, même si effectivement il y a des personnalités qu'on appelle des individuels qui montrent qu'effectivement ils peuvent en principe mettre en difficulté les organisations politiques. Et je suis content de voir que mon ami Zaidani, n'est-ce pas, je serais content finalement qu'il revienne. Mais bon, c'est pas le... Mais il représente pour moi l'incarnation de la nouvelle configuration du schéma politique sur ce pays, dans ce pays. Parce que je souhaite, moi, que dans la nouvelle Assemblée se dégage un basculement de la manière finalement de prendre les choses du public, de façon à ce qu'on redresse ce pays et que le respect des deniers publics finalement l'emporte et que le respect aussi de l'égalité et des principes fondamentaux de la Constitution, l'égalité, fraternité, liberté, sont en principe respectés. Qu'il n'y ait plus de favoritisme dans ce pays, mais qu'on travaille, que les gens soient appréciés dans leur qualité. C'est là aussi bien finalement donc dans la classe politique que dans les gens finalement donc de l'administration. C'est dans ce sens-là. Donc j'aimerais bien voir un petit peu une génération nouvelle, n'est-ce pas? Pour moi, le jeune que je viens de citer a fait preuve, n'est-ce pas, donc de grandes compétences, de grandes expériences en relevant, en redressant l'association financière qui était chaotique finalement donc du Conseil général. Il faudrait donc avoir d'autres jeunes, quand je dis jeunes, cela ne veut pas dire finalement donc en âge, mais dans la façon de voir les choses, dans les principes, n'est-ce pas, donc dans la manière de projeter le Mayotte dans l'histoire et de le fixer finalement dans les grandes orientations du monde aujourd'hui, parce que Mayotte ne peut pas évoluer en étant seul, mais dans un monde. Alors El Mamoun fait nouveau pour ces élections, la parité qui s'installe, vous le voyez d'un bon œil? Formidable, excellent, parce que la femme mahoraise a énormément investi pour ce pays, énormément. S'il n'y avait pas la femme mahoraise, peut-être que le rêve mahorais d'être français ne le serait pas. Parce que la femme, elle a un sens plus aigu en responsabilité. Et de ce fait, elle a un sens davantage encore plus aigu dans l'action. Et de ce fait, elle a le sens de la gestion. Donc ces trois éléments qui sont fondamentaux, n'est-ce pas, qui doivent être chez un responsable, la femme là. Donc voir aujourd'hui beaucoup de femmes dans le conseil départemental est une chose formidable, parce qu'elles vont booster, n'est-ce pas, ces hommes, malheureusement, qui, dorment un petit peu sous le laurier, en montrant qu'en fait, c'est nous qui sommes responsables, Non, aujourd'hui, moi, j'ai vu des femmes de qualité. J'ai vu une femme de Mamoudou, une certaine, comment on appelle, Saoudat, qui m'a impressionné dans la façon de poser, n'est-ce pas, donc finalement, les problématiques et d'avoir une vision technique, pratique finalement donc de la résolution des problèmes sociaux. Je dis formidable. Leur qualité de mère de famille importe beaucoup du coup en fait. Ah oui, là je pense que l'espoir est là. C'est pour cela que je dirais que les Mahorais doivent aujourd'hui faire confiance à la nouvelle assemblée qui va venir, parce que la femme sera présente et qu'il faut participer activement à ces élections-là pour que finalement justement on ait ce renouveau, cette nouvelle énergie, n'est-ce pas, qui va s'infiltrer dans les veines, n'est-ce pas, donc de ce conseil général qui doit être boosté pour pouvoir répondre complètement à ces missions départementales et régionales. On continue de m'amener avec un autre sujet, toujours s'agissant des élections, cette fois du côté de Sada, où l'UMP se retrouve avec deux binômes en lice. On regarde ce reportage.
Deuxième ronde en justice ce matin pour le binôme UMP du canton de Sada. Ali Madi et Mouanaïcha Sabili, déboutés en première instance. Le juge s'était déclaré incompétent, estimant que la contestation d'un deuxième binôme investi par le parti, celui de Mohamed Bakar, Mariam Madi Bouana, relevait du code électoral et donc du tribunal administratif. Mais Ali Madi n'en démord pas et a fait appel. Pour l'avocat de Mohamed Bakar, ce débat n'a pas lieu d'être. Ce comité qui lui a donc attribué cette investiture a donc été, on va dire, le fer de lance pour permettre à M. Bakar de pouvoir s'inscrire directement en tant que candidat UMP à la préfecture de Mayotte. Et par conséquent, le préfet a enregistré cette candidature. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a qu'un seul candidat valide et qui a véritablement obtenu une investiture UMP à Mayotte. De son côté, Mohamed Bakar se veut confiant et pense que le jugement en sa faveur prononcé en première instance il y a quelques jours sera confirmé. J'ai compris que c'est le 18 le délibéré, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez, on attend le délibéré. En attendant, comme je dis, en attendant, on continue notre travail. On est confiant, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Après le jeu des plaidoiries, les magistrats ont remis leur décision au 18 mars, soit 4 jours avant le scrutin de dimanche. L'heure tourne et plus le temps passe, plus il semble bien que 2 binômes investis par l'UMP seront candidats lors du premier tour pour le canton Sada-Chirangou. Des candidats El Mamoun d'un même parti, un des 2 binômes de l'UMP qui s'affrontent pour ces élections. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez désolant. Parce que, encore une fois, là où le dialogue, l'échange devait primer, c'est encore le chemin des tribunaux que l'on prend pour en principe résoudre un problème d'une simplicité banale. Parce que les gens qui appartiennent à un même parti, ce sont des gens qui ont vocation à regarder de la même manière et qui mettent aussi encore une fois en exergue ce manque, n'est-ce pas, donc d'attrait de la population de plus en plus sur les partis. Voilà. Alors, quand on parle des élections à Mayotte, c'est souvent enflammé et c'est un exemple qui le montre. Pour vous, est-ce que ces élections-là vont être le moment de changer d'air à Mayotte concernant la manière de voter? Oui. Une nouvelle ère qui commence à Mayotte? Moi, je pense effectivement il y a une nouvelle ère. Mais le problème, c'est que les candidats n'ont pas su, c'est mon analyse personnelle, mettre à la hauteur et en valeur, n'est-ce pas, ce tout-air-là, alors qu'en fait qu'il est là pendant, qu'il y a effectivement nécessité, au principe, d'échanger, de manière de faire, de manière de pratiquer. J'ai vu un candidat qui parlait finalement qui parlait de ce que nous appelons faire la politique autrement, mais qui n'a pas pu, n'est-ce pas, malheureusement, expliquer ce que c'est que faire la politique autrement. C'est un thème formidable et il y a tellement des choses finalement à dire de ce côté-là et qui doivent en principe être préparées pour que cela constitue des attractions, n'est-ce pas, donc de la part de ces leaders politiques-là pour que finalement la population suive. Oui, un air, mais il faut savoir en principe le préparer et mettre finalement à la hauteur, n'est-ce pas, donc se mettre à la hauteur des enjeux de ce paradigme nouveau. On continue le Mamoun avec cet autre sujet, du côté maintenant des écoles, avec ces rythmes scolaires qui sont applicables depuis lundi, cette nouvelle rentrée. On regarde ce reportage d'Assinia Moussa. Ce matin, c'était la rentrée des classes pour plusieurs milliers d'enfants, mais également pour les parents. Des parents qui ont découvert les nouveaux horaires de leur progéniture. Ce matin, c'est un peu délicat parce qu'on a des rythmes scolaires qu'on a terminés aujourd'hui même. On a les affiches derrière moi que les enfants rentrent à 7h30 et ils finissent à 11h. Il fallait qu'on récupère les enfants à 11h pour ramener à la maison pour qu'ils puissent manger. La pilule a vraiment du mal à passer pour certains parents, car pour eux, c'est une réorganisation totale de la journée qu'il faut prévoir. Je ne sais pas moi comment on va se démerder pour faire ça. En plus, maintenant à Mayotte, c'est pas comme avant. Avant, on allait à l'école toute seule, sans suivi des parents. Mais maintenant, il y a peu de voyous, il y a peu de délinquants, des délinquants qui tournent partout. On est obligé de se démerder pour amener les enfants à l'école. Petit à petit, les nouveaux rythmes scolaires se mettent en place, même si les dents grincent.
longtemps décriés, longtemps contestés ici à Mayotte, ils sont maintenant applicables dans les écoles mahoraises. Quelle est votre réaction, El Mamoun, en voyant ce reportage? Tout d'abord, j'ai dit que on est content en fait que notre demande d'accalmie pour que les gens finalement puissent se mettre d'accord sur l'organisation de ces rythmes-là ait été écoutée par aussi bien les décideurs que par qu'on appelle déjà donc l'éducation nationale qui a fait sourderie pendant un certain moment et que maintenant il faut en principe y aller. Mais ce que je vais en principe dire, vous savez qu'en fait, je l'ai déjà dit ici, les rythmes scolaires sont une disposition qui est prise pour en principe la qualité, pour apporter de la qualité à l'enseignement donc à nos enfants, de façon à ce qu'ils réussissent correctement et deviennent finalement donc des citoyens républicains comme nous l'entendons. Ça signifie quoi? Ça signifie un ensemble de moyens qui doivent en principe être mis pour que finalement partout dans la nation, que ce soit en France outre-mer, que ce soit en métropole, finalement qu'on ait les meilleures conditions d'apprentissage et d'enseignement. Alors, la question que je me pose, est-ce que cette décision de mettre immédiatement le rythme scolaire se situe dans ce domaine-là, que les moyens aujourd'hui sont suffisants, sont suffisamment pris, sont suffisamment donnés pour qu'effectivement on ait les résultats escomptés, idéologiquement parlant, d'une part. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que le rythme scolaire signifie une réorganisation tout simplement de temps d'enseignement? C'est-à-dire finalement qu'on sache que l'enfant est à l'école du matin à midi, et puis de midi, qu'on appelle de 14h à 16h. Pour vous, ça ne serait pas qu'une question d'horaire, ça serait aussi... Est-ce que c'est seulement une question d'horaire ou c'est une question de qualité? Parce que s'il s'agit tout simplement, finalement, d'une réorganisation des emplois du temps des enfants, de leur présence à l'école, ce n'est pas encore bon. Mais si effectivement il y a les éléments qu'il faut, on a les enseignements suffisants pour que finalement il n'y ait pas le système ancien, n'est-ce pas, donc d'alternance entre le matin et les après-midi, et qu'on a suffisamment, est-ce qu'on a suffisamment des enseignants et que finalement les enfants vont pouvoir effectivement être assistés et suivis et accompagnés dans les qualités et dans les qualités des moyens tels que finalement existe ce rythme scolaire-là. C'est la question fondamentale que j'ai parce que je n'ai pas de retour de ce côté-là. Alors, je n'ai pas assisté, si vous voulez, à des réunions, n'est-ce pas, où effectivement on a réfléchi. Et on a réfléchi sur la façon dont se faire, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui les maires, les élus qui sont concernés, n'est-ce pas, ont suffisamment les moyens, se sont préparés pour en principe donner les réponses qu'il faut? Alors, moi je pense qu'en fait, ce sont des questions que je pose, donc je ne peux pas dire, j'ai dit oui, parce que c'est une chance pour la nation finalement d'avoir ces dispositions-là. Mais est-ce que tous les moyens sont là? Alors on a vu les maires de Mayotte plusieurs fois contester justement ces rythmes scolaires au même titre que les parents, avec cet argument du manque de moyens, comme vous l'avez évoqué, El Mamoun. Donc les services de l'État se sont portés quelque peu garants en proposant un accompagnement à ces mairies pour remettre justement à niveau ces écoles en termes de moyens et matériels et humains. Est-ce que pour vous c'est un programme qui est issu de ce qui se passe à l'extérieur, mais pas forcément adapté à notre territoire? Vous savez, je ne demande que finalement donc des garanties, c'est bien. Mais ce que je vais dire en principe, vous savez, lorsqu'on décide une loi, cette loi-là a pour objectif non pas de semer le déséquilibre finalement dans la société ou dans le milieu ou dans les couches sociales finalement qui concernées, mais plutôt de consolider, n'est-ce pas, donc l'ordre pour que finalement les choses fonctionnent bien, ou d'instaurer, n'est-ce pas, de nouvelles règles pour que finalement le désordre qui existe s'établisse. C'est ça l'objectif d'une loi. Mais c'est lorsqu'une loi, n'est-ce pas, qui est prise, sème le désordre dans une société ou dans un milieu concerné, c'est difficile à l'accepter en tant que loi. Vous comprenez? Donc en fait, moi je pense qu'en fait, si on a l'article 75 de la Constitution, alors qu'il y a et même l'article 73 elle-même du droit commun, qui nécessite, n'est-ce pas, qui donne la possibilité à ce que les gens adaptent
n'est-ce pas, les lois, les pratiques, selon ce sont les réalités donc, de la localité, ce n'est pas par hasard, c'est parce que justement on voudrait lisser la façon de faire, de façon à ce que les inégalités soient amoindries ou disparaissent. Alors, merci El Mamoun pour cette précision. C'est ici que s'achève cette première partie des rendez-vous de l'info. On se retrouve juste après la pub. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info, toujours pour parler de l'actualité à Mayotte, toujours en compagnie de mon invité El Mamouni Mohamed Nassur, qui est porte-parole des cadis de Mayotte. El Mamoun, on continue avec vous. Merci. Encore pour quelques instants. On continue El Mamoun avec ce reportage dans l'école de Timkoura, l'école maternelle. Les parents ont été stupéfaits en arrivant lundi, alors le jour de la rentrée avec leurs enfants. L'école a été saccagée. Plus de précisions dans ce reportage de Shakila Issouf et de Fred Soulaimana. Des nacos cassés et une salle de stock visitée. Les parents d'élèves indignés ont découvert hier que l'école maternelle de leur enfant a été complètement ravagée en ce jour de rentrée scolaire. La surprise laisse place à la colère. Midawafanya hazi zao wanatawashangia hunu wamenye walata vai watu kasijua hili watenda na wanaza mana warandwa zikaye wamenye kabutashtu kayafanywa lukolu hunu safike roho surtambisha dersi hadisina wanaza rubungalewa wakawangia zihisi jiri sena dera karswaji warsana nazi tini anketi raha kwa sujilana manao rapora na tatiti mazasha paramba dukoli vunzwa de wakawangia wanatatiti tu wakurengarenga tu jouer na mnelina be wanata wakangia na sabula bole ora paramba kangi wanatatiti ambaka shindi fanya dega yafanywa hunu. Les faits se seraient produits dimanche alors que des enfants jouaient dans la cour. Ils se sont aperçus que l'école avait été vandalisée. Les individus se seraient introduits par cette fissure et auraient ensuite pénétré dans le bureau du directeur de l'établissement en faisant un trou dans le plafond. Rien n'a été volé, cependant les individus ont essayé de transporter la tondeuse de l'établissement pour sûrement tenter de la revendre. L'engin étant trop lourd, ils l'ont abandonné sur place. Ils ont finalement cassé le hublot et sont entrés dans cette salle de classe. Et la stupeur, les vandales ont profité pour faire leurs besoins. Aujourd'hui, une question se pose. Pourquoi saccager ainsi une école? La gendarmerie et la mairie vont tenter d'y répondre. Hier, ils se sont rendus sur place, constater les dégâts. Une enquête est actuellement en cours. Affaire à suivre. Une rentrée impossible à effectuer pour ces élèves de l'école maternelle de Timkoura à cause de faits de vandalisme. El Mamoun, vous comprenez? C'est désolant et très difficile à accepter ces actes de violence de plus en plus montants dans notre département. Parce qu'il y a un nombre extrêmement important de jeunes qui sont donc dehors, qui ne sont pas occupés. Il y a nécessité, effectivement, et c'est là où nous attendons aujourd'hui la nouvelle assemblée qui va venir, n'est-ce pas, donc d'avoir des politiques solides en matière donc, de social pour la prise en charge de ces enfants désœuvrés qui ne s'attaquent pas simplement aux écoles, mais qui s'attaquent aussi à des touristes. Il m'a été raconté une histoire qu'on appelle déjà donc de quelqu'un qui est parti à l'île au Sable Blanc, et où des jeunes de 5, 6, 10 ans qui les attaquent pour en principe le prendre. Mais dès qu'ils ont vu un Maoré qui venir, ils ont pris la fuite. Mais ils s'attaquent finalement donc aux personnes étrangères. Et parce que bon, ce sont des gens qui ne le concernent pas. Donc ça veut dire qu'en fait, il manque de l'éducation, il manque du travail. Bon, donc cette oisivité qui malheureusement est importante parce que concerne un nombre extrêmement important de jeunes de chez nous, mais aussi qui nous sont venus d'ailleurs, il est important finalement de s'en occuper. C'est regrettable qu'on s'en prenne à des structures qui doivent en principe former nos enfants pour qu'ils deviennent des grands demain.
Alors là, on le voit, c'est une école qui a été saccagée. C'est quand même étonnant parce que justement, n'ayant rien trouvé à voler, on va dire, et pourquoi ils ont procédé à ces actes de... J'ai été, il y a 2 jours, victime chez moi donc, de vol par un garçon qui est connu d'ailleurs finalement de Doujani, qui est entré par la fenêtre et qui a volé et qui est venu voler à la maison. Bon, comme il n'a pas pu avoir quelque chose il a pris en fait un téléphone qui est de qualité, mais il a cassé l'ordinateur qui était là, un vieux ordinateur, il l'a pris, il l'a jeté, il l'a cassé. Là, on est parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il recherchait. Ce qu'il recherche, c'est quoi? Il y a un message derrière ces actes, vous pensez? Voilà, il y a un message. Il y a plusieurs messages. Le message qu'il y a là, nous avons faim, nous voulons manger, nous voulons de l'argent. Quand ils se sont pris finalement donc, au coffre parce qu'ils ont pris et qu'ils n'ont pas pu casser, c'est là où ils se sont mis en colère et qu'ils ont tout cassé parce que là, ils pensaient à ces jeunes-là qui trouveront en principe de l'argent. L'autre message, vous nous emmerdez, excusez-moi du terme, vous nous emmerdez finalement votre école, pourquoi est-ce que je ne suis pas? C'est un autre message. Il faut voir au-delà de leurs actes. Au lieu de leurs actes, parce que bon, par expérience, l'expérience de Tama, il y a un jeune qui était le leader du groupe là, qui a seulement 13 ans, qui a demandé à rencontrer le grand Kadi. Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur le Kadi, je voulais vous voir. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais vous dire une chose. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai volé? Ma mère a 4 enfants. Mon papa travaille ici, mais il ne s'occupe pas de nous. On n'a rien à manger à la maison. J'ai volé pour aller donner à ma mère ce que finalement ce que j'ai eu, pour qu'elle s'occupe de mes petits frères et sœurs. Mais aussi bien lui que le Kadi ont éclaté en sanglots. C'est pour me dire qu'en fait, ce qui amène aussi finalement ces jeunes-là, c'est la pauvreté qui les touche à la maison, parce qu'en fait, ils ont des petites sœurs, peut-être des grands frères, mais ils n'ont rien à manger, ils se trouvent obligés, ils n'ont pas d'autres moyens, il n'y a pas de structure. C'est pour cela que je dis, il faut aujourd'hui s'occuper d'une politique finalement de resocialisation et de professionnalisation pour que finalement on récupère ces jeunes-là et qu'on le réinjecte dans le système. C'est ça le travail. La politique sociale, n'est-ce pas, donc du département, doit en principe consister à cela. Et en adéquation avec l'État qui a une responsabilité extrêmement importante. Ce sont des jeunes, c'est ce que j'appelle la délinquance juvénile. On peut, n'est-ce pas, donc avec une volonté, arriver effectivement à mettre en place des structures qui accompagnent et qui resocialisent de façon à ce que ces jeunes-là soient réinjectés. Le travail est là. Il n'y a pas de miracle. Il faut une volonté de lutter contre ça. Et lutter contre ça, il n'y a pas 3000 solutions. C'est la resocialisation, c'est la formation professionnelle pour réinjecter ce jeune-là donc dans le système. Alors, El Mamoun, le message est bien passé en tout cas. On va continuer avec cet autre sujet qui revient constamment chaque année avec la saison des pluies. Les routes se déforment, les routes s'abîment avec pour conséquence des nids de poules qui embêtent beaucoup les automobilistes. On regarde ce reportage. Amortisseurs et suspensions endommagées, les routes deviennent impraticables ou inaccessibles après les fortes pluies. C'est le cas ici à Cavani Mamoudzou, près de l'école primaire Jardin Fleuri. Les automobilistes demandent à l'État de prendre ses responsabilités. Je me pose des questions si les gens qui font ces routes-là ne sont pas incompétents en fait finalement. Parce qu'on arrive, les routes sont faites au bout de 2 mois ou 3 mois, il y a des trous qui se recreusent tout de suite. Donc je me demande si les gens qui le font ne sont pas incompétents. Parce que les voitures sont cassées, les pneus, les suspensions, moi je ne sais pas quoi faire, l'équipement ne réagit pas, l'État non plus, les conseillers non plus. Vraiment on est désespérés quoi, sans solution. Après la saison des pluies, les nids de poules se multiplient et s'élargissent. Et des éboulements de terre provoquent des chutes d'arbres à proximité des routes. Pour l'association des usagers de la route, l'entretien du réseau doit être fait plus régulièrement. Donc on peut dire qu'en ce qui concerne l'état des routes en général, même s'il y a quelques efforts, mais nous on estime toujours que ce n'est pas encore ça. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a bon nombre d'endroits, les nids de poules s'accentuent, comme chaque année en période pluvieuse. Mais il ne faut pas attendre en période pluvieuse pour dire que quand il y a des chutes d'arbres, il y a des services qui sont là pour déplacer, pour intervenir.
Nous ne voulons pas à ce qu'il y ait des accidents, des chutes d'arbres sur les véhicules. Et ça, chaque année, ça arrive. C'est des trucs qu'on peut anticiper. Même si quelques efforts sont faits, les routes du 101e département sont loin de ressembler à celles des autres départements d'outre-mer. Et en cette période d'élection, nombreux sont les candidats qui promettent de régler le problème. Mais les promesses n'engagent que ceux qui les font. Des routes mahoraises dans un état déplorable selon les automobilistes El Mamoun. Comment se fait-il que depuis ce problème n'a pas été réglé selon vous? C'est un phénomène qui me dérange beaucoup parce qu'il relève 3 éléments fondamentaux. D'abord un aspect technique. L'aspect technique, c'est-à-dire à la base, nous sommes dans une île où la terre, n'est-ce pas, argileuse, est dominante. Donc fondamentalement, s'il y a des appuis sur cette terre-là, lorsque ce que nous appelons le taux d'hygrométrie, n'est-ce pas, atteint un taux supérieur, il risque finalement toujours d'avoir ce que nous appelons des phénomènes de foirage, donc de déplacement, etc., etc. Et vous savez aussi que les eaux sont qu'on appelle déjà des actifs d'érosion extrêmement graves. Donc fondamentalement, les gens à qui on confie la construction finalement des routes doivent tenir compte du physique et de la mécanique du sol. Et je le dis très bien parce que la friabilité donc, de terre exige des constructions qui sont différentes avec une terre où les éléments solides, n'est-ce pas, sont beaucoup plus importants. Donc fondamentalement, il doit y avoir des réglages. Quand je regarde les trous qui ont été creusés, on voit qu'on appelle déjà du goudron qui est posé directement sur du sol. Alors, El Mamoun, vous dites que ça coûte extrêmement cher, ça on le sait, mais ça revient encore plus cher à chaque fois revenir et refaire les mêmes routes qui au final, avec le même résultat, les nids de poules qui sont constants. C'est pour cela que je parle donc de la technicité. J'ai mis en exergue cet aspect-là parce que géologiquement et géomorphologiquement, l'île mahoraise nécessite des dispositions techniques spécifiques, n'est-ce pas, de lutte contre l'érosion des sols, n'est-ce pas, aussi bien dans les domaines final, dans les terres plates, aussi bien que dans les terres pentues. Donc la nécessité de la prise en compte du physique, je dis bien du physique de l'île, est nécessaire pour en principe mettre en place des techniques qui soient solides, qui nous permettent d'avoir en principe des routes qui tiennent la route. Merci pour le jeu de mots, El Mamoun. On va continuer avec un autre sujet un peu plus délicat cette fois-ci. L'homosexualité à Mayotte, un phénomène qui tend de plus en plus à se révéler, comme le montre ce reportage de Shakila Youssouf et de Fred Souleymana. Hétéro, bisexuel ou gay, aujourd'hui, la tolérance vis-à-vis de toutes les orientations sexuelles semble bien ancrée dans l'esprit des Français. Si l'on demande l'avis de la population mahoraise à ce sujet, les réactions sont plus mitigées. Je ne comprends pas forcément ces gens-là. Parce que moi, je ne suis pas comme eux. Par exemple, on n'est pas tous pareils. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce sont leurs droits à eux. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est la même chose pour les préférences sexuelles. Mais à Mayotte, les choses ne sont pas si simples, car la pratique de l'islam ne laisse aucune place à des relations de personnes du même sexe. C'est ce que nous explique Fatima, une musulmane pratiquante. C'est pas moi qui le dis, c'est dit dans le Coran, c'est dit dans les hadiths. Toute personne qui pratique l'homosexualité doit avoir comme punition une chute. Devrait être jeté de plusieurs étages de manière à ce qu'on sente sa chute et tout. Donc arrêtons d'oublier nos origines, de rejeter nos cultures, d'oublier qui nous sommes. Nous sommes des musulmans, pas des occidentaux et tout. Depuis l'entrée en vigueur du mariage pour tous en 2013, hétérosexuels, homosexuels ou bisexuels affichent leur orientation sans état d'âme. Le plus important est de s'épanouir. Pour Mario et ses amis, l'ambiance est au beau fixe après avoir passé toute la nuit en boîte. Il a exprimé son homosexualité il y a 2 ans et depuis, il s'en fiche du qu'en dira-t-on. Pour moi, le MDN, il existe dans mes rêves.
seulement. Mais tu vois, mon homosexualité, moi ça ne me dérange pas. Hein. Moi ça n'a rien à foutre de ce que les gens pensent. Tant qu'aucune personne me nourrit, me loge, ça n'a rien à foutre. On est un pays où, tu vois, on est dans une île où tout le monde doit se développer, tout le monde doit montrer ce qu'il est et ne pas avoir peur. Et puis, je sais pas, il faut être heureux, hein. Il faut accepter ce que l'on est. Moi, en tout cas, moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur. S'assumer pour être heureux, accepter d'être ce que son cœur veut que l'on soit, toute une série d'étapes qui demandent beaucoup de réflexion. Le mariage homosexuel à Mayotte est tombé comme un coup près. La réaction des cadis ne se fait pas attendre. En 2013, ils ont défilé avec des banderoles inscrites d'une question: pourquoi non à la polygamie, oui au mariage gay. Mais aujourd'hui, les voix qui s'élèvent contre les homosexuels sont une majorité silencieuse, preuve que la tolérance gagne du terrain. Un sujet quand même, El Mamoun, qui à Mayotte fait parler l'homosexualité. Vous, en tant que porte-parole des cadis, quel est votre regard sur cet aspect? C'est un sujet qui me met en colère. Qui me met en colère parce que la loi, je le disais tout à l'heure, mais je le redis encore, une loi n'est valable que lorsqu'elle intervient pour réglementer, pour mettre de l'ordre dans une société ou dans un milieu ou dans une couche sociale ou dans un quartier, en tout cas un endroit où effectivement il y a du désordre, on va mettre de l'ordre, on prend une loi pour que finalement les choses soient harmonisées. Mais dès lors que la loi, dans un milieu, apporte du désordre, et le désordre ce n'est pas fondamentalement parce qu'en fait les gens se lèvent, ils vont manifester, mais désordre parce que l'individu finalement sur qui la loi s'applique n'est pas serein. Il se sent qu'on appelle déjà agressé. Vous imaginez qu'en fait, moi aujourd'hui, en tant qu'El Mamouni par exemple, je vois mon gosse qui, bon, parce que suffisamment non pas encadré, finalement se marie avec un autre garçon. Je ne vivrai jamais ça tranquille pour moi tout simplement. Mais ma femme, ses sœurs, ses petits frères ou ses grands frères qui sont là, le quartier, le pays en entier. Donc un élément finalement de ce côté-là, finalement qui intervient dans ce sens-là, c'est une externalité négative, pas une externalité positive. J'ai expliqué l'autre fois ici, c'est que c'est une externalité positive, je parle ici aujourd'hui d'une externalité négative parce qu'engendrant le mauvais. Qu'est-ce que j'observe? Ce qu'aujourd'hui, depuis qu'on a institué cette loi, à Mayotte, il n'y a pas eu des Mahorais qui se sont mariés, garçon ou garçon, ou fille ou fille, ça ne s'est pas fait. Ce sont des gens qui sont exogènes au système social mahorais qui l'ont fait. Et qui se cachent parce qu'ils ont honte eux-mêmes finalement de leur choix. Ça veut dire que c'est une loi qui n'est pas du tout, qui n'est pas, qu'on appelle déjà ici à Mayotte, adaptée. Elle est plutôt porteuse, je le dis fortement, elle est porteuse finalement de deux ordres. Deux ordres dans la morale, deux ordres dans le mental, deux ordres finalement dans la société, deux ordres partout. Là... Je ne m'explique même pas en tant que musulman, parce que contrairement à ce que disait finalement la jeune femme, qu'en fait la faute doit être finalement, on doit le mettre sur le machin, on le fait tomber. C'est pas ça. La faute, c'est finalement dans une société qui vit en paix, où la normalité finalement donc des relations conjugales, c'est l'homme et la femme. Et plus à quasiment 99% ou 90%, je ne sais pas, n'est-ce pas, où on amène effectivement cette possibilité de montrer finalement aux enfants, ah, c'est possible. Mais et que la loi finalement le protège. Donc moi je réagis parce que bon, moi je n'avais pas du tout envie de réagir sur ce chien-là parce que on a organisé une manifestation contre cela parce que nous ne sommes pas du tout d'accord, n'est-ce pas? Mais nous avons mal, nous les musulmans donc, de Mayotte, nous avons mal au cœur par rapport à cette loi-là. Mais nous respectons, comme on appelle déjà finalement, une décision, n'est-ce pas, donc, de notre République, parce que bon, c'est celle-là. Mais je leur dis que la loi n'est loi que lorsqu'elle sème de l'ordre et non pas du désordre. On va continuer El Mamoun dans la calmie, cette fois avec ce sujet, les 10 km de Mamoudzou qui se sont produits la semaine dernière, week-end dernier, dimanche. Je vous laisse regarder le reportage de Patrick Meillan et de John Nourdine Abdourahim. Ils étaient tous là en ce dimanche 15 mars pour les 10 km de Mamoudzou.
Les stars venues du Kenya, bien sûr, mais aussi les VIP de la politique, les inconditionnels de la course à pied et même notre Miss Mayotte. Je trouve que c'est un très bel événement, c'est très bien. Ça met en valeur un peu les sportifs de notre île. Et puis je suis très contente d'être là aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir et puis que le meilleur gagne. Près de 280 personnes se sont lancées avec un objectif très simple en course à pied, courir le plus vite possible et arriver le premier. Ça, c'est pour les champions. Mais il y a aussi les autres, ceux qui viennent pour le plaisir, souvent en famille, ou encore ceux qui veulent se prouver quelque chose. Mais peu importe, ils devront tous faire 10 km. Et à ce petit jeu, c'est le Kenyan Titus qui, sans surprise, remporte la victoire. La première femme n'est autre que Anne Atia. Les deux champions sont heureux, mais ont eu très chaud. Today it was quite hot, not compared like last year. Today it was hot and not windy. Last year it was hot and windy. D'accord. So today it was hot and still no wind. D'accord. So and I paced from the start to finish. I was in the front, so nobody helped me to pace. According to my training, I was prepared to win this race. Écoutez, pour moi déjà c'est une deuxième victoire puisque j'avais gagné la précédente édition. Donc c'est complètement fabuleux parce que évidemment je pensais que la Kenyane aurait une revanche à prendre. Je ne pensais pas faire ce type de course. Je m'attendais à ce qu'elle soit avec moi. Donc la Malgache est partie relativement vite. Elle était devant moi jusqu'au 2e kilomètre. J'ai pu passer à ce moment-là et en fait j'ai pris la course à mon compte. Je ne me suis pas posé de questions. Pour les autres, il faudra maintenant récupérer et bien s'hydrater car beaucoup sont allés au bout d'eux-mêmes et ont terminé totalement épuisés. Épuisés peut-être, mais ils l'ont fait. El Mamoun, la course à pied, c'est votre affaire, vous... Formidable, j'aurais souhaité être là et perdre quelques kilos. Peut-être mon ventre là, j'aurais perdu quelques kilos. C'est formidable parce qu'organiser des événements comme celle-là... Deuxième édition quand même. Voilà une compétition où on a donc des gens qui viennent de Madagascar, de l'Afrique pour venir finalement se frotter avec nos athlètes ici, c'est extraordinaire. Je pense que ça, c'est des choses finalement qu'il faut encourager pour que Mayotte effectivement arrive à se hisser à ce niveau de plaque tournante de l'océan Indien, tel que je l'ai dit. Ce n'est pas seulement dans l'économie et dans les autres aspects, mais aussi dans le domaine du sport. Nous avons ici des superbes potentiels qu'il faudra en principe faire valoriser en les frottant avec les autres potentialités finalement donc de l'océan Indien. Une belle initiative donc El Mamoun. On va continuer à parler un peu de vous en tant que porte-parole des caddies de Mayotte. Aujourd'hui, quelle est la place réelle du caddie? La place réelle du caddie, en fait, il n'y a tout simplement qu'une consolidation de sa place naturelle en tant qu'autorité locale ayant responsabilité et mission à encadrer la société pour que finalement elle retrouve une certaine sérénité. Et ça c'est au niveau naturel. Mais au niveau qu'on appelle de l'administration aussi bien locale que État, il y a une acceptation complète du rôle de médiation qu'il doit en principe jouer et qui est défini complètement dans le travail que j'ai rendu, donc de rapport social sur la manière dont doit s'organiser ce métier-là dans l'administration. Donc aussi bien l'État, n'est-ce pas, avec qui nous avons beaucoup de relations de travail, d'encadrement, etc., mais aussi bien au niveau qu'on appelle déjà finalement donc du département qui est en train aujourd'hui de réfléchir enfin, n'est-ce pas, après 2 ans de travail soutenu, n'est-ce pas, qui sont en train aussi de réfléchir sur la façon dont il faut l'installer, comment il faut effectivement asseoir les missions qui sont aujourd'hui acceptées, celles que j'ai avancées. Il y a ce qui est encore le plus important, c'est que finalement ce rôle et cette place n'est pas seulement locale, puisqu'elle s'exporte en dehors de nos frontières territoriales, puisque nous sommes allés à La Réunion pour apporter des solutions. Nous sommes allés par 2 fois donc, en France, conviés par la société musulmane mahoraise et même nationale, pour en principe répondre à des problèmes d'importance capitale sur les enjeux, n'est-ce pas, sur le djihad, etc., où nous avons apporté des solutions et qui sont acceptées
avec donc des conséquences, des retombées qui sont celles de la coopération entre nous et les musulmans de France, notamment du Conseil national du culte français. Merci El Mamoun pour votre intervention. Merci d'avoir accepté de nous apporter votre éclairage sur ce qui se passe dans notre île. C'est ici qu'on achève ce numéro des Rendez-vous de l'info. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro avec un nouvel invité.